Donc bonsoir tout le monde, bienvenue à un nouveau chapitre de Spring Boot. Donc moi c'est Stéphane, je bosse sur l'équipe Spring presque 12 ans maintenant, donc ça fait quand même un petit temps que je bosse là-dessus, sur Framework, Boot et aussi d'autres projets, mais majoritairement sur Spring Boot. Euh, il y a mon collègue entre parenthèses là, parce que c'est lui qui a fait les slides et euh, c'est honteux de ne pas le mentionner. Donc voilà, d'habitude je fais la présentation avec Brian, moi je tape sur le clavier et lui il dit les choses intelligentes. Donc ici, vous n'avez que moi, désolé. Avant de commencer, qui utilise Spring Boot ici? Alors, pardon, qui n'utilise pas Spring Boot, ce sera plus simple. Ok, cool. Ceux qui n'utilisent pas Spring Boot, vous utilisez quoi? Les quatre? Ok. Avec quoi? Ah oui, ok, d'accord. Et ici devant? Ok. Et il y a... Ok, d'accord, ok. Donc ça fait effectivement trois. Qui est encore en Java 8? Une personne qui a été assez brave pour le dire. Java 11? La principale, on va dire. Voilà. 17. Bon, j'ai une très bonne mémoire, ce qui est faux, hein, mais imaginez que j'ai une très bonne mémoire, donc je vais me souvenir de celui qui n'a pas levé, celles et ceux qui n'ont pas levé la main. 21. Ouais, ok. Et 25? Intéressant. Toi, j'ai l'impression que tu n'as pas levé la main. T'as dit 21? Bon. J'ai essayé, j'ai raté. Alors, faire une présentation comme ça, c'est génial parce que on se rend compte de tous les trucs qu'on a oubliés, les choses qu'on pensait qui étaient faites, puis qu'en fait ne sont pas faites. Les choses qu'on pensait qui marchaient, qui en fait ne marchaient pas. Donc voilà, si vous êtes dans un état où vous avez un délivrable, sortir de votre projet et puis essayer de faire quelque chose, une démo, généralement c'est assez utile pour trouver les problèmes. Alors on va bosser avec une petite application qui est juste là pour un peu soutenir les démos, rien de vraiment compliqué. Imaginez une application de matchmaking mais pour les gamers. Donc en gros l'idée c'est qu'en tant que gamer vous allez vous enregistrer dans une file d'attente. Et lorsque vous allez vous enregistrer dans une file d'attente, gardez ça à l'esprit. Il y a deux appels, un appel pour récupérer le profil du joueur, pardon, et un autre appel pour ses statistiques. On imagine qu'il y a quelque chose quelque part sur le réseau qui donne ça, et on verra un peu en pratique comment on peut s'adapter à des problèmes ou optimiser les choses. Ensuite, vous avez plein de joueurs qui se mettent, et puis en fonction des caractéristiques, donc par exemple, ceux qui sont localisés dans la même région, on va les mettre ensemble et vont pouvoir jouer. Alors, Spring Boot 4. Nous sommes le 20 novembre, donc du coup on va aller voir, hein. Yes, voilà, c'est fait, on y est. Donc il va se passer un truc assez intéressant, c'est que je vais faire ma démo avec une version que j'ai jamais utilisée, et j'ai comme l'impression que je vais le regretter, mais on verra. Donc Spring Boot 4, euh, version de Spring Boot pour ceux qui utilisent. Spring Boot 2, personne. Même toi là avec Java 8? T'essaies de te rappeler, ok. Ok. Spring Boot 3, Spring Boot 4, oh, décidément. Et vraiment à la dernière version. Alors, Spring Boot 4, en résumé, puis on verra les détails évidemment dans les démos. Il n'y aura pas beaucoup de slides, ne tracassez pas. Donc on garde la même baseline pour Java, donc c'est toujours Java 17 comme Spring Boot 3. Pas de nécessité obligatoire de mettre à jour votre JDK comme c'était le cas pour Spring Boot 2. Par contre, on vous invite à upgrader si vous pouvez. On verra ça dans la prochaine démo, dans la première démo plutôt. Par contre, la baseline de Jakarta est passée à 11. Essentiellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous récupérer Servlet 6.1, JPA 3.2, je pense, si mes souvenirs sont bons. Donc, concrètement, une nouvelle version d'Abernet, une nouvelle version des conteneurs, donc une nouvelle version de Tomcat ou de Jetty, si c'est ça que vous utilisez.
Et ça, c'est simplement pour suivre le train, quoi. Euh, En pratique, vraiment là, le changement à ce niveau-là, c'est l'upgrade vers une nouvelle version d'Hibernate, si vous l'utilisez, qui risque de vous demander de revoir certaines choses. Le plus gros module, le plus gros truc qu'on a fait dans ce que l'équipe Spring Boot a fait dans Spring Boot lui-même, puisqu'évidemment il y a l'écosystème Spring, il y a plein de choses. Tous les projets ont aussi une majeure, donc il y a toute une série de features dans Spring Data, dans Spring Security, etc. Mais vraiment, l'équipe Spring Boot, ce sur quoi on s'est focalisé, c'est la modularisation de l'autoconfig. Alors par modularisation, j'entends pas JPMS pour ceux qui connaissent, c'est pas le module système de Java. C'est simplement, c'était pas si simple finalement, hein. C'est au lieu d'avoir un module d'autoconfiguration unique et puis de finalement vous donner ça, puis vous ajoutez des librairies et c'est ça qui active certaines autoconfigurations. On a maintenant un module par technologie qu'on supporte. Donc on a plus module d'autoconfiguration unique que vous connaissez en tant qu'utilisateur de Spring Boot. Il y a quelques starters qui ont été renommés, on verra ça dans les démos. Pourquoi? Et puis ben voilà, donc on va déjà, je disais let's upgrade, mais on va déjà la regarder, l'application, ce serait pas mal. Voilà, rien de bien particulier. J'ai donc mon app ici qui tourne sur le port 8080, rien de bien particulier. Je peux queuer. Alors je vais un peu augmenter ça parce que c'est un peu. Il faut peut-être que je change le fond aussi. Oh. Quelqu'un connaît GhostTTI et comment est-ce que je peux le mettre en fond blanc? Bon, désolé, j'aurais dû le faire avant, j'y ai pas pensé. Bon, voilà, il y a des joueurs qui s'activent et des lobbies qui se créent. Rien de vraiment très intéressant. Ce qui est plus intéressant, évidemment, c'est de voir comment est-ce qu'on va faire dans le code. Cette application, où se trouve mon truc, voilà. Cette application est en Spring Boot 3.5, d'accord? Donc ça c'est important évidemment puisqu'on va faire un peu l'upgrade et voir un peu ce qui va se passer. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire moi ici? Première chose que je vais vouloir faire, c'est de passer à Java 25. Alors encore une fois, juste pour être sûr qu'on se comprend bien, vous pouvez ne pas le faire, mais on vous invite quand même à le faire. Vous pouvez le faire avant d'upgrader ou après d'upgrader, ça n'a pas d'importance. Donc Spring Boot 3 supporte Java 25 aussi. Donc du coup, je vais demander à celui-là de me passer en 25. Alors il y a une série de choses qui sont intéressantes avec la version 25 de Java, et notamment quelque chose où en fait vous allez obtenir des améliorations de performance quasiment gratuitement. Puisque la JVM continue d'évoluer, évidemment, il y a toute une série de choses qui sont mises en place. Et notamment, il y a un projet qui est vraiment intéressant et qui vient de sortir de preview, c'est EOT Cache. Qui connaît EOT Cache? Ok, 3 personnes. C'est aussi le projet Leiden. Ceux qui ont peut-être entendu du projet Leiden, c'est un peu dans la même mouvance. Ok. Qui sait ce que c'est CDS, Class Data Sharing? CDS. Ok, on ne savait pas. Alors, CDS, ça a été introduit en Java 9. Donc, c'est un petit peu vieux. Enfin, c'est pas tout récent, on va dire. L'idée de Class Data Sharing, c'était de construire une infrastructure où si vous avez la même application qui est démarrée sur un serveur donné, d'où le terme Class Data Sharing, c'était de ne pas partager l'espace mémoire qui est utilisé pour loader les classes. D'accord? Pour charger les classes. L'idée, ben voilà, l'idée c'était quoi? C'était vous démarrez votre app avec des flags particuliers au niveau de la JVM. Ça va demander à la JVM de calculer ce qui se passe au démarrage et puis de sauver un fichier, la cache du coup, qui contient ces informations-là. Et ensuite, ce que vous faites, bah, vos VATSAC copies de l'application que vous démarrez, vous lui donnez le nom la référence vers le fichier, et il y a ce partage qui se fait. Donc ça s'est amélioré pendant toute une série de versions de Java. Ils ont amélioré ça dans les releases intermédiaires qu'on connaît maintenant, hein, entre les LTS. Et puis le projet a pris une autre tournure avec le projet Leiden. Et donc maintenant, il se focalise vraiment sur
une application et un process. Donc cette histoire de partage, on est plus maintenant vraiment focalisé sur le temps de démarrage et la performance, le pic performance le plus rapide possible. Toujours le même principe. Prenez une app, vous la démarrez. Potentiellement, vous pouvez l'exercer un petit peu pour que le JIT fasse son travail. Ensuite, l'application se coupe, le fichier de cache est créé, puis vous redémarrez cette app avec le fichier de cache et elle redémarre beaucoup plus vite. Et aussi, elle peut déjà avoir des optimisations de performance qui sont appliquées dès le début. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vous invite à aller regarder. Si ça vous intéresse, quelque chose que je devrais mentionner aussi, c'est que l'équipe Spring a énormément travaillé avec l'équipe Java chez Oracle sur ce projet-là. Donc on avait des points de contrôle, on leur a donné du feedback, ils nous ont donné du feedback. Et Spring en tant que tel est vraiment très optimisé pour ce scénario-là. Donc on a des outils, il y a de la doc, etc. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est relativement facilement de démarrer. Vous pouvez essayer même en local pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et le genre de bénéfices. Si vous voulez rentrer plus dans les détails, alors je vous invite à aller regarder une vidéo Devox Belgique, donc ici d'il y a 2 mois, ou un mois maintenant, donc 2 mois, de Anna Maria et de Moritz. Donc Anna Maria est chez Oracle, Moritz c'est mon collègue sur Spring Boot. Et là on rentre un peu plus aussi dans les détails côté Spring avec des benches. Donc là vous avez vraiment des données sur une application type du gain de performance escompté. Ok, cool. Donc l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est ceci. Et j'ai jamais le truc qui vient, mais c'est pas pourquoi. Donc c'est, si vous vous demandez ce que c'est ceci, n'hésitez pas à me dire si c'est trop petit, hein. Si vous demandez ce que c'est ici, parce que j'ai la question assez souvent, c'est l'éditeur HTTP d'IntelliJ. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous créez un fichier dont l'extension se termine par HTTP, IntelliJ va ouvrir ça en mode client HTTP, puis vous pouvez créer, disons, de la doc et un langage. Donc en fait, ce que je fais ici, c'est que j'enquille un joueur avec un identifiant aléatoire. Et la raison pour laquelle je vous montre ça, parce que je veux que vous reteniez que c'est 400 millisecondes plus ou moins. Bon, évidemment, c'est beaucoup trop. On va voir dans la suite des démos qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que ça prend autant de temps. L'autre truc que je voulais vous montrer avant d'upgrader, c'est cette notion d'autoconfiguration unique. Donc vous voyez par exemple, cette application n'utilise absolument pas Kafka, mais vous allez pour autant voir l'infrastructure que Spring Boot offre pour Kafka. Vous allez avoir pareil avec Elasticsearch par exemple, et toute une série de choses qui sont rendues disponibles. Donc si vous décidez d'utiliser Elasticsearch dans le projet, ces composants-là vont avoir du sens, mais actuellement, ça n'en a pas puisque c'est une technologie que l'application n'utilise pas. On verra en pratique pourquoi est-ce que je mentionne ça. Donc première chose à faire, évidemment, c'est d'upgrader. Et je ne peux plus donner cette remarque, mais je vais quand même le faire brièvement. Donc imaginez que 4.0 ne soit pas sorti. Ce que j'aurais fait, c'est ceci. Qu'est-ce qui a déjà testé des milestones de Spring Boot ici, des release candidates, des milestones? Qu'est-ce qui a déjà fait ça? Il y a une personne et demie, parce qu'il y a une personne qui fait comme ça. Alors, par le passé, si vous vouliez faire ça, vous deviez configurer votre build avec un repository supplémentaire qui est repo.spring.io/milestone. Et donc ça, c'était un peu une frontière pour le test, puisque déjà, il y a des entreprises qui ne donnent pas accès à d'autres repositories, ou bien tout simplement c'est trop compliqué, ou bien peu importe. Et donc ce qu'on a décidé de faire, c'est maintenant d'envoyer nos milestones et nos release candidates sur Maven Central. Donc ceci fonctionne sans configuration supplémentaire. Voilà, c'était une discussion d'équipe parce qu'au départ il y avait une réticence de le faire, mais on a eu beaucoup plus de retours de la communauté cette fois-ci, donc je pense que c'était une bonne chose. Bon, du coup, j'ai upgradé à 4.0 que je n'ai pas encore téléchargé, donc j'espère que le Wi-Fi tient la route. Sinon, ouais, ça a l'air cool. Alors, forcément, une upgrade, ça ne va pas se faire non plus vers une version majeure, ça ne va plus se faire sans un petit peu de choses à faire de votre côté. Alors, première chose qu'on va faire, c'est revenir ici, avec mon histoire de Kafka, là.
Vous voyez que ça a disparu. Elasticsearch, il n'y a plus d'Elasticsearch non plus. Ok. Donc l'idée évidemment c'est que si on regarde maintenant le build de mon projet, ah oui, je fais une remarque parce que c'est quelque chose que j'ai souvent et j'ai passé ce matin 1 heure à faire ça. Vous voyez qu'il y a un build Gradle et qu'il y a un POM Maven dans ce projet. Donc voilà, je monte Gradle parce que voilà, c'est ce que j'utilise, mais si vous utilisez Maven, il n'y a pas de souci. Et je vous donnerai le lien vers le projet à la fin. Donc si vous préférez utiliser Maven, l'entièreté des démos sont faites avec les deux. Donc mon application n'est pas très très compliquée, c'est une application web avec du templating. Qui connaît Moustache ici? Quelques personnes. Donc Moustache, c'est un template engine, c'est avec ça que la petite UI style Nintendo a été faite. Donc application web toute simple, avec juste un petit peu de rendu de template, rien de bien compliqué. Bon, du coup, mon problème, c'est que ça, il ne connaît pas, donc peut-être que le package a changé. Mais le package n'a pas changé parce qu'il ne le trouve pas. Alors, il ne le trouve pas pourquoi? Donc ça, c'est une des premières choses que vous allez avoir lorsque vous allez migrer à Spring Boot 4, c'est que maintenant, c'est beaucoup plus explicite ce que vous ajoutez dans votre application. Donc auparavant, quand on disait web, forcément, on ajoutait Spring Web, on ajoutait l'infrastructure pour le REST client, le REST template, etc. Et comme il y avait une autoconfiguration unique, c'était fourni. Et donc voilà, il n'y avait pas vraiment besoin de se poser de questions. Maintenant, avec cette modularité des différentes technologies, si vous voulez quelque chose, il faut explicitement le demander. Ce qui est beaucoup plus déclaratif et beaucoup plus simple lorsque vous regardez votre build. Alors, pourquoi ne pas fournir un client HTTP avec le Web Starter, me diriez-vous? Déjà par le passé, vous aviez plusieurs options pour un client HTTP. Pas de client HTTP du tout, parce que vous ne faites pas, c'est un serveur qui n'appelle pas d'autres services. Vous pourriez utiliser le REST template REST client, ou vous pourriez utiliser le web client, donc le client Webflux réactif. Et donc du coup, vu cet aspect de modularité, maintenant on ne vous en fournit plus un. Ici, ce que je veux faire, moi, c'est utiliser le REST client. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un starter supplémentaire. Ça s'appelle REST client. Du coup, ça c'est bon. Alors, autre chose qui a été fait au niveau de la modularité, c'est qu'on a vraiment tout harmonisé pour être le plus consistant possible. Donc maintenant, les modules sont appelés Spring-Boot-Technology. Le starter, c'est Spring Boot Starter-Technology. Et le package, comme vous voyez, c'est Org Spring Framework Boot Technology. Okay. Donc allons un peu plus loin maintenant dans la démo. Alors ici, il me dit qu'il n'a pas trouvé l'infrastructure de test pour mon application WebMVC. Alors, on retourne dans le build. Le build, maintenant, ce qu'il a, c'est qu'il amène le starter de test, que vous avez déjà sans doute dû faire aussi par le passé. La modularisation que je viens d'expliquer, évidemment, s'applique aussi à votre infrastructure de test. Donc, si vous voulez tester une technologie donnée, il faut l'indiquer. Donc, il y a aussi une convention de nommage qui est harmonisée, c'est que l'infrastructure de test pour tester une technologie, c'est le starter avec -test à la fin. Okay. Donc. Et autre chose, je retourne à mon erreur. Ah oui, il doit le télécharger du coup. Ok, cool. Et alors, autre chose, c'est toujours pareil, hein, l'harmonisation au niveau des espaces de package, c'est donc la technologie .test. Et là, vous allez retrouver l'infrastructure de test là-dedans. Alors ça, c'est... Je le fais à la main, évidemment, pour vous montrer, mais votre éditeur sera capable de faire ça automatiquement. Je vous avais parlé aussi de starters qui ont été renommés. Vous voyez ici qu'il s'appelle WebMVC, hein, donc c'est pas très cohérent. En fait, c'est parce que le starter maintenant s'appelle WebMVC plus Web. Le starter qui s'appelle Web existe toujours, sous la forme dépréciée, parce que sinon ça aurait été un trop gros changement. Hein. Donc on ne l'a pas effacé, mais maintenant ce qu'il faut utiliser quand vous voulez utiliser le Web Starter, c'est WebMVC. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait cette harmonisation-là? C'est quelque chose qui nous pendait au nez depuis longtemps, hein, puisque quand Spring Boot a démarré, il n'y avait qu'une seule stack. Il n'y avait qu'un seul serveur, c'était WebMVC. Puis Webflux est arrivé par la suite.
Et donc ici, on a profité de cette modularisation et cette version majeure pour harmoniser WebMVC et Webflux, pour que ce soit plus clair. Donc du coup, si je reviens sur un de mes problèmes de grade, ben, il me reste le problème de tester mon client REST, voilà, mon client HTTP du coup. Ben là, on est dans le même, on est dans le même espace. Donc je veux tester mon REST client. Qu'est-ce que je fais? J'ajoute la technologie que je veux tester. Et donc là, du coup, on est bon. Et alors, qu'est-ce qu'il me faut encore? Oui, ici, ça, ce sont des autres tests. C'est pas très important. Et puis ici, j'y vais brièvement. Évidemment, il y a d'autres versions, d'autres choses qui ont changé dans cette version majeure. Ici, en l'occurrence, c'est HTTP Header dans Framework qui implémentait le contrat map et qui maintenant n'implémente plus. Si vous êtes intéressé de savoir pourquoi, il y a plein de détails dans les release notes qui expliquent pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision. Et donc du coup, avec ça, en théorie, je devrais avoir une app qui démarre. Et c'est la première app en 4.0 que je vois. Donc, ça c'est cool. Alors, euh, on est toujours un peu dans l'upgrade ici, mais un peu différemment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une obligation de le faire. Qui utilise le REST template ici? Très peu de personnes. Ok, peu de personnes, ok. Ceux qui utilisent un client HTTP avec Spring, vous utilisez quoi? Hmm? J'ai pas entendu. Ok, le web client. D'autres personnes avec le web client? Qui utilise un client HTTP? Ça ira plus vite. Très peu de personnes. Ok, d'accord. Bon bah ça va. Je vais pas me faire jeter des tomates. C'est cool. Donc REST Template, ça existe depuis 21 ans. Ça existe en fait, c'est arrivé quasiment au même moment que Spring 1.0, je pense, ou vraiment très proche. Donc c'est une API qui est vieillissante, une API qu'on a vraiment du mal à faire évoluer, et donc on a décidé de la déprécier. Et depuis déjà, je vais expliquer pourquoi après. Et puis il y a déjà pas mal de temps qu'on a créé un nouveau client qui s'appelle REST Client. Et donc l'idée ici, le message, c'est de vous dire si vous utilisez REST Template dans vos applications, il faut upgrader au REST Client. Enfin, si vous voulez garder le même paradigme, évidemment. En termes de support de Spring Boot, vous voyez que c'est assez pareil. Avant, j'injectais un builder pour le REST template. Maintenant, je peux injecter un builder pour le REST client. Et les choses style sérialisation, stratégie de sécurité, peu importe, Spring Boot va les appliquer pour vous en fonction de votre environnement. Alors évidemment, il y a d'autres avantages que de simplement migrer d'un à l'autre. Un des avantages, c'est que l'utilisation du REST client est beaucoup plus déclarative et plus avec un DSL qui vous guide dans les différentes étapes. Si vous voyez que ce que je veux faire, je veux récupérer le profil du joueur, c'est une des deux méthodes qui appelle mes fameux services cachés. Je veux passer un header HTTP, vous voyez qu'il y a un peu de cérémonie, quoi. Je vais créer un nouvel header. Dans le header, dans les headers, pardon, je veux spécifier la valeur du header accept. Et puis j'ai une méthode un peu à rallonge ici. Si on regarde, euh, oups, si on regarde mes méthodes Exchange, bah, vous voyez qu'il y en a un peu une flopée avec toute une série de paramètres différents. Ça, c'est un des gros problèmes du REST template qu'on veut régler. Alors, si je veux faire pareil avec REST Client, qu'est-ce que je fais ici? C'est un profil. Hein. Mais donc, je peux dire quelle opération je veux faire. Donc, si je veux faire un get, dire donc c'est profile ID. Donc, avec des placeholders, hein, c'est le même système que le REST template. Je veux mettre un header accept, donc ça je le mets directement au niveau du DSL. Pas besoin de créer un objet séparé, etc. Et puis je demande simplement de récupérer le contenu et de le désérialiser dans l'objet qui m'a été, qui est le type de retour ici. Donc, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus déclaratif. Je vais faire pareil ici avec celui-là. Voilà. Et normalement, on est bon. Donc, il y a toujours un problème, évidemment, c'est mon test. Donc ici, même remarque, hein, vous voyez que c'est un REST Client Test, c'est un test qui va uniquement se focaliser sur
sur le test d'un client HTTP. Ben, même principe, c'était un REST template avant, ben, c'est un REST client et ça continuera à fonctionner. Un truc par contre que vous allez avoir comme amélioration par rapport à REST template, euh, moi j'ai peur de demander parce qu'il y a très peu de personnes qui utilisent, mais qui connaît Mock REST Service Server ici, de Spring? Il y a une personne qui connaît, c'est intéressant. Qui connaît WireMock? Un peu plus. Ou OK HTTP, le OK HTTP MBD? Quelques personnes aussi. Ok, cool. Donc l'idée de cette classe, comme vous le voyez un peu dans le test, hein, c'est de moquer les interactions avec un serveur HTTP. Donc en gros, vous créez le mock serveur, vous lui dites je m'attends à avoir telle requête. Je reçois telle requête, je dois renvoyer telle réponse. Puis à la fin, vous vérifiez que les interactions se sont faites correctement. S'il y a plusieurs requêtes dans un même test, ben, vous enquillez simplement les appels à expect et puis ça fait ce qu'il faut. Ce composant-là n'est capable de travailler qu'avec un seul REST template à la fois, ce qui est un peu casse-pied. Et ça a été réglé avec le REST client. Donc au lieu de le créer moi-même à la main, ce que je vais faire, c'est que je vais demander simplement à Spring de me le fournir. Et après, je peux enlever ceci et enlever où est-ce qu'il est l'autre? Il est là. Vérifier maintenant que je suis bon. Et je suis bon. Super. Alors, pourquoi est-ce qu'on enlève le REST template finalement? Donc, au-delà du fait que l'API est vieillissante, puisque ça fait déjà quand même quelques années que c'est le cas. Ici, très récemment, on a travaillé pas mal sur les clients HTTP dans cette release. On a ajouté pas mal de choses au niveau observabilité, etc. Et on s'est rendu compte que certaines fonctionnalités, on ne pouvait pas les ajouter dans REST template, simplement dû à sa structure. Donc ça veut dire que dans cette version, il y a des fonctionnalités que vous trouverez dans REST Client que vous ne trouverez pas dans REST Template. Et donc ça, pour nous, c'est un signal qu'il fallait arrêter. On voulait vraiment s'assurer qu'il soit maintenu à égalité. Et comme ce n'est plus le cas, on a décidé de le déprécier. REST Template sera enlevé dans Spring Framework 8. Donc vous avez encore du temps. Dans cette release-ci, il est déprécié officiellement dans la doc. Dans 7.1 qui arrive dans un an, il sera déprécié au niveau du code. Donc si vous compilez, vous aurez des erreurs de dépréciation. Il sera gardé pendant tout le reste du temps de vie de Spring Framework 7. Et puis quand vous upgradez à 8, les classes ne seront plus là. Ok, cool. Alors, là on sort vraiment de l'upgrade, hein, et on va un peu plus se focaliser sur des nouvelles fonctionnalités. Une des nouvelles fonctionnalités qui est transverse, donc qui a vraiment impacté l'entièreté du portfolio, c'est le support de la null safety. On va vous montrer brièvement ce que je veux dire par là. Donc ici, si on va faire là comme ça. Donc ici, IntelliJ me dit profil, en fait, il pourrait être nul. Alors pourquoi est-ce qu'il pourrait être nul? C'est simplement le contrat du client HTTP. Si vous faites un appel HTTP et que dans la réponse, vous n'avez pas de body, il n'y a pas de contenu au niveau de la réponse, vous ne pouvez pas désérialiser un body qui n'a pas de body, donc vous retournez nul. Ça, c'est vraiment le contrat, et la Javadoc décrit ça en détail. Et on voit ici que moi, je vérifie absolument pas ça. Donc, si on regarde dans l'appelant ici, je récupère le player profile, je fais quelque chose avec, je vérifie même pas s'il est nul, et donc c'est problématique. Et IntelliJ me le dit. Donc ça, c'est pas nouveau. C'est quelque chose que vous aviez déjà dans des versions précédentes de Spring Framework. Mais ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a migré l'entièreté du portfolio, ou presque tout le portfolio, à quelque chose qui s'appelle JSpecify. Qui connaît JSpecify? Intéressant, 2 personnes. Donc JSpecify, c'est une initiative pour standardiser et décrire ce concept de null safety et de fournir une série d'outils. Et on va voir en pratique comment est-ce que ça peut être utile dans le cadre de vos applications. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'activer. C'est pas ça que je voulais faire. Alors la manière dont ça fonctionne par rapport à les annotations précédentes, vous connaissez non-null par exemple de Javax Annotation, il y a aussi JetBrains qui fait ce genre de choses et d'autres. Spring Framework, dans sa version 6 je crois, ou 5, je ne sais plus,
avait aussi sa propre annotation et on avait un peu commencé à ajouter des métadonnées pour que les éditeurs puissent vous fournir le genre d'inspection que je viens de vous montrer. L'idée évidemment, c'est que ça reste des métadonnées et puis vous n'avez pas de validation. Ce que je vais vous montrer ici, c'est comment est-ce que vous pouvez avoir de la validation, que le code est correct, et de faire planter votre build éventuellement si ce n'est pas le cas. Okay, et on va voir en pratique dans le code comment est-ce que ça peut être fait. Alors, c'est un peu barbare, hein, parce qu'il y a trois termes qui arrivent l'un coup sur coup. Donc, error prone, pour ceux qui ne connaissent pas, imaginez, c'est un peu comme checkstyle, c'est quelque chose, c'est une infrastructure qui n'a rien à voir avec tout ça, quelque chose de générique. Vous pouvez exécuter une série de tâches au build, et puis error prone va simplement vous donner des informations sur le résultat, avec un système de plugin, premier nom. Donc c'est ce que je fais, je l'ajoute ici. Il a besoin d'une série de dépendances pour fonctionner. Alors le deuxième terme un peu barbare, enfin barbare, c'est parce qu'ils arrivent l'un après l'autre, c'est nullAway. NullAway, c'est la librairie qui va vérifier que l'utilisation de nul non nul dans votre code est correcte. C'est lui qui va aller inspecter votre code source et déterminer si éventuellement il y a des problèmes. Et JSpecify, c'est les annotations et la sémantique qui est attachée derrière. Il faut un peu configurer error-prone pour qu'il fasse ce que je veux, avec une série d'arguments. Donc ici, je configure le compilateur. Alors, première chose qui peut vous paraître un peu étrange, c'est ça, puisque pourquoi est-ce que je désactiverais les checks si je veux justement vérifier? Donc ça, c'est les checks error-prone fait par défaut. Sur d'autres parties de votre code qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de vous montrer ici, et je veux juste pas avoir le bruit, donc je les désactive. Ça, c'est l'option qui va activer le mode JSpecify, c'est-à-dire où on va commencer à aller regarder en détail dans votre code source les problèmes d'accès éventuellement à des choses qui seraient nulles. Très important, ceci, par défaut error prone, il va vous donner une série de warnings dans les logs, mais il ne va pas faire planter votre build. L'idée de cette ligne, c'est de faire planter votre build. Parce que généralement, quand il y a des warnings et qu'on ne les lit pas, ben la situation ne peut être que de pire en pire. Donc l'idée ici, c'est vraiment de stopper le dev et qu'il y ait une correction avant que le code ne soit envoyé. Et alors celle-ci, ici, je vais y revenir dans une seconde. Ok, donc je l'ai ajouté. Il ne se passe rien, enfin ça compile. Vous ne voyez pas que je le fais, vous voyez peut-être dans mon éditeur ici en bas, mais j'ai un raccourci simplement pour invoquer le compilateur. Donc typiquement un raccourci pour cet élément du menu. Alors le onMe nullmarked, l'idée du onMe nullmarked, c'est une des options d'activation, c'est de demander à l'outil de s'exécuter uniquement dans les endroits où vous avez décidé que vous vouliez vérifier. Parce que si vous le faites dans une base de code qui est assez importante, vous avez un module par exemple avec beaucoup de classes, ben là ça va être sa patte Noël directement dès que vous allez l'activer et ça va vous prendre énormément de temps pour corriger les problèmes. Donc le coup du onMe nullmarked, en fait, ce que ça veut dire, c'est que la vérification ne va se faire que si vous flaguez explicitement une ressource. Alors ici, évidemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai flagué un package, mais vous pourriez flaguer plus précisément. Mais le package, c'est une bonne idée. Donc ça veut dire que toutes les classes qui sont ici, maintenant, vont être vérifiées par l'outil. Enfin, si je n'ai pas fait une bêtise, ça a l'air d'être bon. Où sont mes erreurs? Elles sont là. Ah oui, project error, on y est. Alors, j'ai une série d'erreurs et surprise, surprise, ici il me dit qu'il y a un problème. Donc, je vais vous montrer un petit peu le problème, vous donner un peu une meilleure impression. Donc ici il me dit que je retourne une expression qui peut être nulle, mais la méthode ne le déclare pas. Ok? Donc là, en fait, c'est immédiat, quoi. Ça veut dire que ici, je suis en train de dire le comportement par défaut, c'est de dire que tout est non nul. Et puis, vous allez ajouter des informations pour dire ceci peut être nul. Il y a moyen d'inverser, je pense, mais bon, on dépend un petit peu de votre API, mais c'est mieux de dire quand ça peut être nul que l'inverse. Donc, je peux enlever le warning en faisant ceci. Okay, vous avez vu que le warning, enfin ça c'était, il y avait un fond avec une erreur, maintenant il a disparu.
Ce que ça veut dire maintenant, ça veut dire que l'appelant de cette méthode-là bah, doit gérer le cas non nul. Donc ça veut dire que ça va percoler sur l'entièreté de votre API. Alors il y a une raison pour laquelle je ne faisais pas le check précédemment dans le code, c'est que le service ici, imaginez hein, pour l'histoire de la démo, ce service ici, il me garantit que soit je demande le profil d'un joueur et ce profil existe et l'arcade va réussir donc avec un status code 200 par exemple et il y aura un body garantie, ou bien il y a un souci, par exemple le profil ne peut pas être récupéré ou le joueur n'existe pas. Et là, je vais avoir une erreur de type 4, 400 ou 500 en fonction du. Donc, j'aurai jamais le cas 200 sans body. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas le check parce que je sais que même si l'API d'un point de vue générique peut me retourner nul, dans ce cas particulier, ça ne va pas me retourner nul. Alors, je vais aussi vous montrer quelques petites subtilités. Vous voyez que le warning a de nouveau disparu. Ok, parce que j'appelle cette méthode et aller en vitesse, pardon, cette méthode de framework. Alors la méthode n'est pas très importante, mais en gros ce que ça fait, c'est que ça vérifie que l'objet n'est pas nul, comme vous vous en doutez, et que s'il est nul, que ça jette une exception. Donc comment est-ce que JSpecify il comprend ce truc-là? Ça a l'air un petit peu mystique. Alors il le comprend parce qu'il y a un contrat qui explique ce qui se passe, donc qui donne des informations, si vous voulez, à nullAway, qui lui donne des métadonnées supplémentaires. Ceci, c'est les paramètres. Et puis à droite de la flèche, c'est ce qui va se passer. Et donc en gros, comme vous voyez, si cet objet-là est nul, on s'en fout du deuxième argument. Le deuxième argument, ça ne rentre pas en ligne de compte. On va avoir une exception. Et donc, nullAway lit cette information-là et est capable de prendre la bonne décision. Alors, pas de panique. Si vous imaginez que vous allez devoir mettre des contrats un peu partout pour que l'outil fonctionne, en pratique, dans Framework, il y a 2 classes qui utilisent ce truc-là. Vraiment pour des cas vraiment très particuliers. Alors, j'ai toujours l'erreur ici, hein, donc je vais aussi le régler et vous montrer une autre subtilité du truc contrat. Ici, ce que je fais, c'est que j'utilise une autre méthode juste pour la démo, où ici, je passe une expression, et encore une fois, si l'expression est fausse, ça jette une exception. Comment est-ce que ça fonctionne dans nullAway? Ben, voilà, pareil. J'ai ici une expression, si l'expression est fausse, exception. Et puis ben, derrière, il est capable d'évaluer ceci et de comprendre que si cette expression est vraie, stats ne sera jamais nul. Okay, alors, vous êtes peut-être habitué à utiliser plutôt des fonctionnalités du JDK. Donc par exemple, vous pourriez utiliser object requires non null pour dire quelque chose. Et rester avec un code qui ressemble un petit peu avant. Vous voyez aussi que là, il n'y a pas de warning. Donc ça, c'est géré logique, puisque le JDK, il y a des specs, etc. Donc c'est géré automatiquement. Alors il y a encore une erreur, juste pour vous montrer une autre petite subtilité. Donc l'initialisation ne garantit pas que Event Publishers est non nul. Donc en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, je déclare que cet objet n'est pas nul, puisqu'il n'y a pas d'annotation. Je pourrais faire ceci, hein, encore une fois, un même principe. Je pourrais faire ceci, dire, et vous voyez que le warning disparaît, mais alors du coup, là on va avoir un problème différent, c'est que là je l'utilise sans null check, et là je vais de nouveau avoir une erreur de compilation qui me dit, bah tu essayes d'accéder à ce champ-là, mais ce champ-là peut être nul, donc ça ne peut pas fonctionner. Ici en pratique, c'est pas ça que je veux. Je sais qu'il ne va pas être non nul, parce qu'il est injecté par cette méthode, et cette méthode implémente un contrat de Spring que vous connaissez peut-être. Les interfaces aware qui se terminent par aware, c'est un moyen pour vos bins d'obtenir de l'infrastructure. Donc si vous implémentez cette interface, vous avez la garantie que quand le bin est créé et avant qu'il soit mis à disposition, cette méthode-là est appelée. Bon, évidemment, ça, nullAway, il n'y a aucune chance pour qu'ils comprennent ça. Et donc pour ces cas-là, il y a un cas où, en fait, en gros, on dit à un nullAway, je sais que ça va être non nul, fous-moi la paix. Donc suppress warning pour ces cas-là, bien sûr. Alors, vous voyez que le truc n'a pas disparu, et ça c'est un bug dans IntelliJ qui a été fixé récemment. Non, mais il ne devrait plus afficher ça, évidemment. Donc mon projet compile. Alors, si je retourne un peu là-dessus,
Pardon. Donc JSpecify, complètement optionnel. Si vous ne voulez pas l'utiliser, ne l'utilisez pas. Vous pouvez complètement l'ignorer. Vous pouvez décider de l'activer pour un projet et pas l'autre. Donc l'activer à votre rythme. Il n'y a vraiment aucun besoin particulier. Ça ne va pas devenir obligatoire ou quoi que ce soit. Okay, nous, on l'a utilisé et je vais vous expliquer les avantages. Et puis si vous décidez de l'utiliser en fonction de vos besoins, ben voilà, c'est tout à fait optionnel. Il faut utiliser une version récente de Java. Alors attention, c'est une version récente de Java pour le poste de développement. Donc ça ne signifie pas ici Java 24+, ça ne signifie pas que votre application est en production doit passer à Java 24 ou supérieur. Ça explique que la version du JDK que vous utilisez pour compiler votre projet doit être récente. Vous passez --release 17 et puis votre application va toujours générer du bytecode 17 et s'exécuter en production avec 17. C'est vraiment uniquement au niveau du dev. Alors pourquoi est-ce que vous devez utiliser une version récente? Parce que cette initiative, JSpecify Null Away, ils ont trouvé plein de problèmes dans le compilateur qu'ils ont reportés. L'équipe Java a fixé les problèmes dans le compilateur, mais ils ont décidé de ne pas backporter, parce que ça pouvait être dangereux. Donc certaines de ces fixes n'ont pas été backportées, c'est pour ça que vous devez mettre à jour votre version de Java. Qu'est-ce qui fait du Kotlin ici? Ah, il y a quelqu'un qui est très motivé. Hein. Il a levé directement sa main. Il y a une personne qui fait du Kotlin. Une personne. Personne d'autre fait du Kotlin. Ok, cool. Donc, brièvement, depuis Kotlin, si vous appelez du code Java, ça peut être un peu funky, parce qu'il y a l'interop de Kotlin hein, qui est garanti, mais Kotlin a vraiment, le concept de null safety fait partie du langage, c'est-à-dire au niveau du type, vous allez déterminer au niveau du langage, pas au niveau d'une annotation, vous allez dire si éventuellement la valeur peut être nulle. Donc c'est beaucoup plus avancé que ce qu'on vous montre ici. Du coup, lorsque vous appelez du code Java, Kotlin n'a pas cette information-là, et donc de temps en temps, c'est un peu bizarre, donc vous devez dire ce truc-là ne va pas être nul, je le sais, et donc vous devez changer le type, donc la signature de l'appel de votre méthode Kotlin vers Java. L'idée de cette initiative, c'est que JSpecify, Kotlin le comprend à 100%, et donc automatiquement, si vous avez des métadonnées, comme je viens de les montrer, Kotlin automatiquement va s'adapter à ces métadonnées. Donc ça, c'est assez cool. Ça veut dire que l'interopérabilité sera bien meilleure pour du code Kotlin qui appelle une API Java. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que faire ce mécanisme-là, du coup, ça vous oblige à repasser sur tout votre code base. Parce que Null Away va vous cracher plein de problèmes et puis vous allez devoir déterminer quelle stratégie vous voulez utiliser. Commencez par la couche le plus bas, planifier. Ça doit être vraiment une décision d'équipe parce que c'est pas un petit boulot, hein, ça nous a pris beaucoup de temps de faire ça. Mais il y a toute une série de contrats qu'on a revus. On a trouvé des bugs, et pas mal. Donc ça aide vraiment à trouver des problèmes et de rendre le code plus simple. Alors, il me reste combien de temps en fait? Une demi-heure? Ok, cool. Quand vous en avez marre, vous le dites. Hein. Dites-le quand vous en avez marre et puis voilà, il n'y a pas de problème. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est une fonctionnalité qui est arrivée dans Spring Framework 7, pardon. C'est API versioning. Alors, qu'est-ce qui fait de la version d'API dans leur interface web? Des trucs avec... il y en a 4, 5, ok. Donc là où vous avez dans le segment de l'URL, vous avez /API, /1.0, /... Donc ça, c'est une des options. Vous pouvez passer un paramètre de requête, un header HTTP, etc. Et donc le retour de la communauté qu'on a eu, c'est que oui, c'est possible de faire ça avec Spring, mais il y a quand même pas mal de cérémonies, il y a pas mal de choses à mettre en place pour que ça fonctionne, et ce serait bien si ça pouvait être plus simple. Et donc l'équipe Framework a entendu ce message-là, et donc je vais vous montrer ce qu'ils ont fait pour Spring Framework 7. Alors imaginons que je veux créer une nouvelle méthode qui me donne des statistiques sur la queue. Voilà, tout simplement. Donc je vais créer un nouveau endpoint. Et voyez que pour ceux qui connaissent bien Spring MVC, vous avez vu qu'il y a un nouvel attribut qui est apparu qui n'existait pas avant. Donc en gros, ce que ça veut dire cette route spécifique, donc un get vers /q/stats, je veux que ce soit uniquement disponible dans la version 1.1.
Alors la version, c'est vous qui déterminez un peu quelle est la structure, etc. Il y a un format par défaut que vous devez respecter. Puis si vous n'êtes pas content avec ça, vous fournissez votre propre parseur. Mais par défaut, voilà, c'est un système de version un peu relativement simple, ce à quoi vous pourriez vous attendre. Et ce que je veux faire ici, c'est que je veux donner la stratégie par défaut. C'est-à-dire que je dis, ce contrôleur, il supporte 1, 0 et au-delà. Donc si tu ne mets rien au niveau d'une route, ce sera 1, 0, 1, 1, 1, 2, peu importe ce que tu as configuré, à partir de 1, 0, ce sera supporté. Donc ça, c'est pour les métadonnées au niveau de votre contrôleur. Maintenant, il faut mettre l'infrastructure en place. Alors pour mettre l'infrastructure en place, il y a un petit peu de code. Avec Spring Boot, vous pouvez le faire aussi avec des propriétés. Donc c'est possible aussi si vous voulez le faire par Application Properties. Moi, je trouve que le code, c'est un peu plus clair. Puis vous avez le DSL quand même qui rend tout ça un petit peu plus facile à lire. Donc si vous voulez configurer Spring MVC, WebMVC Configurer, c'est vraiment la route par défaut. Et là, il y a une nouvelle méthode qui s'appelle Configure API Versioning qui vous donne un builder. Et donc là, vous pouvez configurer finalement la partie infrastructure. Alors la partie infrastructure, elle va d'abord vous allez expliquer à Spring MVC comment est-ce qu'il peut extraire la version par requête. Donc une des options, c'est un header HTTP. Vous pouvez donner l'index d'un segment dans le path. Donc quand je disais slash API slash 1.0 slash votre endpoint, le API c'est le deuxième segment. Donc la valeur ici ce sera 1 puisque c'est du Java, donc le premier c'est 0. Vous pourriez aussi utiliser un query parameter, donc point d'interrogation, version égale. Et puis si ça ne fonctionne pas, vous pouvez passer une implémentation d'une API qu'on fournit pour votre cas particulier qui ne serait pas supporté. Donc moi je veux utiliser un request header, donc je vais l'appeler API version. Ensuite je peux donner une version par défaut. Alors ça signifie que si vous ne fournissez pas la version, automatiquement il va utiliser cette version-là. Et vous pouvez aussi optionnellement, donc les deux ici, les deux derniers sont des choses optionnelles, mais le comportement va changer bien sûr. Ici vous pouvez donner les versions qui sont supportées. Ben là le cas c'est que si votre client envoie une version que vous ne supportez pas, ben, il va se choper une erreur. Alors, on va voir un petit peu tout ça en pratique. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc je vais retourner dans mon truc de requête, où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, j'ai aussi un petit truc pour vous montrer. Ok. Donc ça c'est du DSL d'IntelliJ. Hein. Donc ça c'est pour passer une requête HTTP. Donc ici vous voyez que je ne mets rien du tout, donc je ne spécifie pas de version. Donc là, je viens de redémarrer l'app, donc forcément il n'y a pas de joueur, mais je reçois bien la réponse avec la queue. Si je fais la même requête, mais avec version 1.0, donc vous vous souvenez au début, hein, ce nouvel endpoint n'est disponible que dans 1.1. Donc si je fais la même requête, là, vous voyez que je me chope à 404 en disant endpoint n'existe pas. Donc ça va gérer finalement toute cette infrastructure-là pour vous. Donc ça, c'est assez cool. Alors, il y a moyen aussi de le tester, c'est-à-dire qu'au niveau de votre test, il y a des nouvelles API pour spécifier la version dans vos requêtes HTTP, etc. Dans le projet de démo, il y a des tests qui font ça, mais je ne le montre pas ici. Alors, ce que je veux faire aussi maintenant, c'est que je veux ajouter quelques petits problèmes. Donc je vous avais dit que le back-end il est un peu caché, mais en fait il n'est pas si caché que ça, hein, puisque je peux faire des choses dessus, mais que le port est différent aussi. Donc ici c'est une petite requête de test que j'envoie à mon back-end, et je dis à mon back-end pour quelque chose, on va déterminer ensemble ce que c'est, jette une exception 20% du temps. Okay, donc 20% du temps ça va planter. Alors on va revenir ici. Et vous voyez que je commence à me choper des erreurs. Je ne sais pas où, mais il y a des erreurs. Alors l'idée, c'est que je voudrais bien comprendre quelles sont les erreurs. Et donc là, vous avez tout le support d'Actuator, de la plateforme d'observabilité que vous connaissez dans Spring Boot. Ce qui a changé dans Spring Boot 4, par contre,
Deux choses. La première, c'est que l'expérience de démarrage avec OpenTelemetry est beaucoup plus simple. Qui est-ce qui utilise OpenTelemetry ici? Ok, peu de personnes. Euh, qui ne fait pas du tout de l'observabilité en production avec ses apps? Ou ne sait pas ce que c'est? Quelques personnes. Ok. Donc observabilité, c'est en deux mots, je ne suis pas du tout un expert, c'est métrique, trace et log. Donc l'idée, c'est que l'application envoie des informations sur ce qu'elle fait, combien de temps ça prend, etc. Si vous avez un appel qui se fait entre plusieurs services, ils sont corrélés. Donc si on a un serveur qui appelle un autre serveur qui appelle un autre serveur, l'idée des traces, c'est plutôt des traces distribuées, c'est de montrer ce chemin et de ce qui se passe. Et puis alors les logs, du coup, c'est pour corréler une requête avec du log de votre application. Donc par exemple, si vous chopez à la fin une erreur avec un identifiant, vous pouvez aller dans une plateforme, mettre cet identifiant et voir les logs qui sont associés à la requête en question. Il y a toute une série de choses qui existent, mais OpenTelemetry, ben, récemment, c'est une spécification qui essaye d'harmoniser tout ça et qui est assez populaire de nos jours. Donc voilà. Dans Spring Boot 3, il vous fallait deux choses. Il vous fallait l'actuator comme dépendance obligatoire et puis choisir un petit peu vers quoi vous vouliez exporter au niveau OpenTelemetry. Spring Boot 4, l'actuator n'est plus nécessaire et il y a un starter OpenTelemetry qui amène ce qu'il faut. Alors avant de vous le montrer, je vais encore vous faire une petite démo d'un avantage de la modularisation. Ici, vous voyez que les deux propriétés que je voudrais bien spécifier, IntelliGen ne les connaît pas. Alors IntelliGen ne les connaît pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas activé cette fonctionnalité encore. Cette fonctionnalité, je ne l'ai pas ajoutée dans mon projet. Donc comme je ne l'ai pas ajoutée dans mon projet, n'existe pas. Et donc vous avez finalement de l'information sur le fait que vous avez configuré quelque chose, mais il ne va rien se passer parce que ces propriétés sont inconnues. Que font ces propriétés? Elles font deux choses. Celle du bas, elle dit à Spring Boot, envoie les traces à ce serveur-là. On va voir ce qu'est ce serveur-là dans une minute. Et la propriété du dessus, elle dit que je voudrais bien que tu envoies 100% des traces. Donc par défaut, la valeur par défaut, c'est 10%. Donc si vous faites une démo et que vous faites 2-3 petites requêtes pour voir un peu ce qui se passe, ben, s'il ne prend que 10% des requêtes, il y a une forte chance que cette requête-là n'arrive pas dans votre backend, vous ne voyez aucune trace et vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Donc en dev, quand vous faites un dev ou une démo comme maintenant, ben, le passer à 100%, c'est une bonne idée, comme ça vous voyez vraiment tout le trafic que vous essayez localement. Alors ça, c'est un collecteur OpenTelemetry, vous voyez qu'il est sur le port 4318. Dans mon projet, j'ai un fichier compose avec Grafana, une image Grafana qui amène le dashboard. Qui ne connaît pas Grafana ici? Ne connaît pas. Ok. Les mêmes personnes qui connaissent pas OpenTelemetry. Ok. On va voir ce que c'est dans une minute. Donc il y a Grafana et un collecteur hôtel. Vous voyez que le collecteur hôtel il est sur le port en question. Donc c'est vers là qu'on va envoyer nos traces. Donc du coup, qu'est-ce que je fais pour ajouter OpenTelemetry, hein, vous avez compris, c'est pas, pas très compliqué. On va ajouter un starter et ce starter est sans surprise OpenTelemetry avec un Y. Alors si je rafraîchis et que je retourne dans mon fichier, vous voyez que maintenant les propriétés sont connues, ok? Puisque j'ai ajouté la fonctionnalité. Redémarrons notre app et du coup je recommence à QA. Alors la différence maintenant, c'est que comme j'ai activé ce support et que j'exporte des informations dans ma plateforme de monitoring, je vais pouvoir aller regarder dedans, voir un peu ce qui se passe. Alors, Grafana par défaut, il tourne sur une image, il porte sur le port 3000. Donc Grafana, c'est ceci. Un très très gros résumé, je pense que les gens qui bossent sur Grafana ne seraient pas contents. En gros, c'est un UI où vous pouvez voir les métriques, les traces, les logs, donc ça vous permet finalement d'exploiter ces données-là d'un point de vue visuel. Les traces sont ici. Je vais lui dire je veux les 5 dernières minutes. Et là je vois que j'ai toute une série de problèmes. Donc on va la regarder les traces. Est-ce que je peux faire ça? C'est où? Ah, j'ai encore ce sale bug du truc ou pas? Non.
Quand j'augmente de trop, en fait, je ne vois pas la pop-up qui me permet de voir les traces. Mais bon, elles sont ici. Donc voilà. Links. Hop. OK. Donc, si je regarde une trace en particulier, donc ça c'est une requête en particulier, ben on va voir que euh, effectivement je demande le profil du joueur. Euh, donc la ligne en jaune c'est mon serveur, donc c'est le serveur 8080. La ligne en bleu c'est le serveur distant. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne? Bah, évidemment le serveur distant, qui est une application Spring Boot aussi, elle envoie ses données sur le même serveur. Et c'est comme ça que la réconciliation se fait. Donc on voit que pour le profil, pas de problème, ça fonctionne bien. Par contre, pour les stats, bah, c'est une autre histoire. Puisqu'au niveau des stats, on voit qu'on a effectivement une erreur. Donc si on clique, on peut voir des informations liées à l'erreur. Donc on voit bien que c'est un problème avec le endpoint stats. Donc on a trouvé ça, c'est déjà pas mal. Donc comment est-ce qu'on peut le régler? Alors, on peut le régler de plusieurs manières différentes. On peut aller taper sur la tête de la personne qui a fait le service et essayer qu'elle règle le problème. On n'est pas trop pour la violence, donc on va essayer de trouver un peu autre chose. Retournons peut-être voir notre client. Donc ce sont ici les deux, je suis un peu trop haut, pardon. C'est ça les deux méthodes qui finalement appellent les stats, pardon, le profil et les stats. Et donc c'est bien celui-ci ici qui pose, le deuxième ici qui pose problème. Alors ce qui a été aussi ajouté dans Spring Framework 7, c'est des nouvelles fonctionnalités de résilience qui vous permet de redémarrer ou de réessayer, pardon, l'appel vers une méthode qui aurait échoué. C'est pas nouveau dans l'écosystème Spring, il y a un projet qui s'appelle Spring Retry qui fait ça depuis très longtemps. L'idée de Spring Retry, c'est qu'on a décidé de le mettre en fin de vie et de déplacer une partie de cette fonctionnalité-là directement dans le framework. Donc c'est beaucoup plus utilisable, on va dire. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'une dépendance différente et l'API a été revu et amélioré, etc. Donc la notation s'appelle Retryable. Donc si je flag une méthode comme ça, il va y avoir un comportement où quand vous l'appelez, si jamais il y a une exception, on va réessayer et puis vous allez pouvoir déterminer la politique que vous voulez utiliser. Alors, un truc que vous pouvez faire, ou que vous devez faire plutôt, pardon, c'est déterminer quelle est l'exception qui va être suffisamment intéressante de réessayer. Si vous ne mettez rien, ben vous avez un null pointer exception, un illegal state exception, ou vraiment des trucs qui sont des erreurs de programmation, il va réessayer, ce qui n'est pas très très intéressant. Donc ici, dans ce cas-ci, ce qui serait bien, c'est de mettre un include sur le client HTTP ou finalement une erreur HTTP, puisque c'est vraiment ça qu'on essaye de régler. Ensuite, il y a toute une série de choses que vous pouvez définir pour déterminer le comportement. Le comportement par défaut, alors attendez, parce que je ne me souviens plus, delay. Delay string, c'est quoi encore? Je pense que c'est 100 millisecondes, mais je ne suis pas sûr. Bon, peu importe. Ou c'est une seconde, pardon. Donc je pense que le comportement par défaut, c'est une seconde et réessayer 3 fois. Et ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut un petit peu configurer ça correctement, donc, enfin différemment, pardon. Donc ici, je dis que je veux faire un délai de 300 millisecondes, d'accord? Si je ne fais rien d'autre, on a un système de fixed, ce qu'on appelle le fixed back-off, c'est-à-dire qu'il va attendre 300 millisecondes, réessayer, attendre 300 millisecondes, réessayer, attendre 300 millisecondes, réessayer, et puis échouer, si ça continue à planter. Vous pouvez changer ça avec le multiplier. Donc le multiplier, ça permet d'augmenter le temps d'attente pour chaque erreur. Donc d'abord on attend 300 millisecondes, ensuite on attend un peu plus, ensuite on attend un peu plus que la version précédente, etc. Et donc ici ce que je vais dire, c'est que je veux dire d'augmenter de 50% l'attente à chaque fois. Puis il y a d'autres options, donc notamment il y a une option pour, au lieu que ça augmente chaque fois de manière déterministique, qui est un petit peu d'aléatoire pour finalement que ce soit un peu plus, que ça corresponde un petit peu plus à un problème qui est temporaire finalement. Comme je l'ai dit, le nombre de réessais c'est 3, vous pouvez mettre 10, 1, 2, mettez ce que vous voulez. Je vais rester avec 3. Et donc du coup, l'autre truc que vous devez faire, puisque ça scanne quand même vos bins pour la présence de cette annotation, c'est l'activer avec une annotation. Vous avez le même système si vous voulez faire de l'asynchrone, du schedule, etc. Il y a une annotation similaire pour faire ça.
Donc si je n'ai pas planté quelque chose, ça ne devrait plus jeter d'exception, sauf si on l'appelle et que ça plante 3 fois, ce qui pourrait arriver. On va voir. Ça a l'air que c'est bon, hein. On va retourner dans nos traces, demander les 5 dernières minutes. Ok. On va voir une trace, par exemple celle-là. Et donc là, vous voyez vraiment bien visuellement ce qui se passe. Le profil directement, ça se termine. On essaie les statistiques. Ça plante, on attend. Ça plante, on attend. Et là, la dernière fois, c'est un. Alors pourquoi est-ce que je suis tombé exactement sur la bonne? Parce que dans Grafana, par défaut, il va vous montrer la trace la plus longue. La trace la plus longue va être au-dessus. Et donc en prenant la trace la plus longue, ben, je maximise les chances qu'il ait réussi 3 fois. Mais bon, tout ça c'est aléatoire, donc en fait, j'en sais rien. Question? Question après, hein. Il y a un petit buffet et tout ça, donc ça va être hyper cool, j'espère. D'autres améliorations dans Spring Framework 7, j'ai parlé de retriable, mais quelque chose d'autre qu'on a fait dans le même thème, c'est de limiter la concurrence d'appel d'une certaine méthode. Donc si vous voulez par exemple vous assurer qu'une certaine méthode ne peut pas être appelée par plus que 3 threads en parallèle, vous pouvez mettre une annotation différente où vous donnez la stratégie et Spring alors va mettre une queue et va empêcher trop d'utilisation concurrente une certaine méthode de bin. C'est assez pratique. Des améliorations au niveau HTTP. Il n'y a qu'une seule personne sur Kotlin, donc je passe le context propagation parce que c'est assez spécifique. Si tu as des questions, on peut en parler après. Euh, Ça aussi, je pense que vous avez peut-être dû, ceux qui viennent fréquemment au Jug, ils en ont sans doute déjà entendu parler en première partie de Jug par Lilian, c'est le support de class file. Donc, qui est-ce qui connaît ESM ici? ESM, très peu de personnes, ok. Donc, Spring, ce qu'il fait, et il y a pas mal d'autres composants qui le fait aussi, hein, c'est de pouvoir lire des informations de vos classes sans charger la classe. Donc finalement, c'est lire le bytecode de votre classe pour voir si par exemple la classe a un certain type, elle a une annotation ou ce genre de choses. Donc nous, on fait ça pour éviter de charger des classes qui ne devraient pas l'être. Et donc ASM, qui est une librairie open source qui fait ça, qu'on utilise. Mais à partir de Java 24, ils ont ajouté cette fonctionnalité-là directement dans le JDK, ce qui est vraiment cool. Et donc du coup, Spring Framework 7, ce qu'il fait, c'est que dès qu'il détecte que vous êtes sur JDK 24 ou supérieur, il bascule à cette API-là, il n'utilise plus ASM. Donc ça veut dire aussi que c'est le comportement est plus standard aussi et va continuer à être supporté par l'équipe Java. Nouveau aussi avec cette version majeure, c'est on a mis en place un système où on publie tous les mardis un post pardon, sur une des grandes fonctionnalités dans l'écosystème de manière générale, donc Spring Framework, Spring Data, etc. Et donc là, vous allez retrouver toute une série d'informations en fonction de vos intérêts. Donc cet article-là de Brian explique en détail la dépréciation du REST template, où on se situe en termes de client HTTP, quelles sont les fonctionnalités, pourquoi on l'a déprécié. Donc voilà, si vous voulez avoir tous les détails, c'est cet article-là qu'il faut lire. Jackson 3 qui a fait une nouvelle majeure, hein, donc ça faisait longtemps qu'on n'avait plus une nouvelle majeure, donc il y a quand même des impacts et Sébastien explique en détail quels sont ces impacts et ce qu'on a fait en pratique pour vous aider à migrer. Si vous cherchez Road2JA Spring ou même Road2JA tout court d'ailleurs, c'est assez haut les recherches Google, vous allez tomber sur le méta-article en fait, donc c'est l'article qui liste des autres articles. Et donc on en est là, bon, j'ai pas mis à jour ma capture d'écran, toutes mes excuses, mais le blog sur OpenTelemetry est sorti. Donc pour ceux qui sont intéressés par OpenTelemetry et de comment ça a été fait dans Spring Boot, cet article-là est vraiment super. Parce que c'est vraiment une histoire où, pas à pas, on vous décrit un petit peu ce qu'on a fait, comment vous pouvez bénéficier de cette fonctionnalité. Voilà, il y a multifactor pour Spring Security par exemple. Le premier, c'est le concurrency limit, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, hein. C'est le fait de limiter la concurrence ou bien de pouvoir réessayer en cas d'erreur. Il y a aussi un blog post sur API versioning, donc il y a toute une série de choses assez intéressantes dans ces articles-là.
Cool. Donc du coup, ça c'est le repo. Avec les démos, comme je disais tout à l'heure, il y a Maven ou Gradle, vous utilisez celui que vous voulez. Si vous utilisez Maven Exaplant, n'hésitez pas à créer une issue. J'ai fait ça ce matin et il pourrait que j'ai vérifié, mais voilà, je fais pas les démos avec Maven, donc il y a peut-être une chance pour qu'il y ait un truc qui fonctionne pas. Mes détails si vous voulez me contacter. Et avec ça, je vous remercie beaucoup. Alors, vu que l'heure est déjà un peu avancée, je propose qu'on fasse les questions en direct ou tu voudrais bien que je réponde à quelques questions? Qu'est-ce que vous préférez? Moi, c'est exactement pareil, hein, donc ne tracassez pas. Et les questions généralement sont assez précises, donc ça ne convient pas. Allez, bien sûr. Oui, ou migration de properties pour Spring Boot 4, oui, ça va fonctionner exactement comme tu peux t'imaginer, de la même manière. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc Spring Boot a un module supplémentaire, vous pouvez le mettre dans votre application lorsque vous la migrez. Et ce que l'application va faire, c'est qu'elle va lire vos clés de configuration et se rendre compte des clés qui auraient été renommées ou des clés qui auraient été éventuellement enlevées, parce que c'est une nouvelle majeure, donc il y a des clés qui vont peut-être être enlevées. Et elle vous donne un rapport à la fin. Et donc ça vous permet de voir éventuellement les clés de configuration que vous allez devoir revoir, vous allez devoir changer. Et donc c'est un outil qui est assez pratique lors de la migration. Si vous voulez avoir les détails, ah oui, peut-être quelque chose que je peux vous montrer du coup. Euh, .com, donc du coup, si vous allez sur notre wiki, vous allez voir que il y a des release notes et il y a des guides de migration pour chaque version majeure. Alors je ne sais pas si on l'a fait ici. Je ne sais plus où on l'a écrit, mais en gros, soit dans un, soit dans l'autre, on vous décrit comment ajouter ce property migrator et comment l'exécuter. Donc c'est dans une de ces pages-là. Si c'est pas cette page-là, c'est l'autre. Donc aussi information intéressante évidemment, lorsque vous migrez une majeure, l'idée c'est prenez d'abord un petit peu de temps pour regarder les release notes, parce que ça va vous donner pas mal d'infos. Donc ça c'est pour toutes les releases qu'on fait, donc aussi bien les mineurs que les majeurs. Et pour les majeurs, il y a à chaque fois un guide de migration, donc là où on va plus dans les détails pour vous accompagner. Donc dans ce cas-ci, c'est vraiment deux ressources intéressantes. Alors, sur la partie modularisation, est-ce que ça amène beaucoup de choses au niveau performance démarrage? Pas nécessairement, c'est-à-dire que tu as un petit peu moins de class loading, ton jar est un petit peu plus petit, mais de manière surprenante, ça change pas énormément de choses. Ce que ça va changer, c'est vraiment si tu as une application avec juste l'infra et rien d'autre. Tu n'utilises pas Tomcat, tu n'utilises pas un Burnet, tu n'utilises rien, quoi. Là, tu vas avoir une différence. Mais en fait, les projets tiers, de manière générale, ils sont déjà volumineux. Et le jar d'autoconfiguration n'était pas non plus, c'était pas une hérésie, quoi. Je crois que c'était 2 mégas au total. Donc tu passes de 2 mégas avec le split à beaucoup moins, mais comparativement au reste de tes dépendances, ça change pas grand-chose. Par contre, il y a un gain de performance, mais qui est léger, mais qui existe. Sébastien, j'ai pas envie de dire une bêtise parce que c'est enregistré, mais je crois que c'est 5 à 10%. Ouais. Ouais. Ah, t'as noté. C'est la démo que j'ai pas faite. Donc, c'est la démo que j'ai pas faite parce que je voulais pas vous épuiser. Euh, donc, du coup, je vais vous montrer ça rapidement. Mais je vais pas faire la démo, hein. C'est un des trucs, mais encore une fois, l'application que j'ai partagée a cette information-là. Donc pourquoi est-ce que ça prend 400 millisecondes? Parce que le code actuellement est un peu bête. Il appelle le premier service, il attend. Il appelle le deuxième service, il attend aussi. Et puis alors il retourne un truc, peu importe, il va mettre quelque chose dans une queue. L'idée de la démo, c'était de montrer comment, sans utiliser les types réactifs, comment est-ce qu'on pouvait paralléliser
Et donc, d'où ta question, pour passer de 400 millisecondes à 400 millisecondes et quelque chose à 200 millisecondes et quelque chose. Et pour ça, je voulais vous montrer ça avec Structure Concurrency, qui est une preview dans JDK, qui permet de faire ça. Mais donc voilà. Si ça vous intéresse, on peut en parler plus en détail après. J'ai eu mes 3 questions, moi je suis content.